Je reçois Maurice de Kervé-Noël, président d'honneur des Champagnes Laurent Perrier, ancien directeur du groupe Hermès International, familier donc du luxe, mais qui aime aussi l'actualité et qui aime aussi la Bretagne. C'est important de le dire, parce que s'il est né à Versailles, il est originaire du Finistère, et Maurice de Kervé-Noël, l'auteur d'une œuvre romanesque importante, ce qui n'est pas si courant du côté des patrons ou des anciens patrons, de ceux qui ont gardé un pied dans l'industrie. Une trilogie bretonne qui s'appelle Les Lanélec, un diptyque situé pendant la guerre d'Algérie, les Braises du Souvenir, on en a parlé sur cette antenne, et puis une saga aussi, La ferme des Engoulevents, qui se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il publie également un autre ouvrage avec La maîtresse du général, qui nous amène à parler de Hoche et d'une figure un peu étonnante, une sorte de Scarlett O'Hara bretonne, dont il va nous parler au-delà de l'actualité, qui constitue toujours le prétexte de ce rendez-vous. Bonjour Maurice de Kervé-Noël. Bonjour. Alors vous partagez votre temps entre l'actualité économique aussi, puis l'écriture. Tout à fait. J'ai toujours aimé écrire, même quand j'étais, comme disait le général de Gaulle, aux affaires, j'ai continué à écrire et j'ai toujours aimé ça et ça me distrait, ça me détend et ça me passionne. On n'est pas loin des fêtes de Noël encore et des fêtes de fin d'année. Je lisais récemment que les Français consommaient moins de champagne, c'est vrai ? Alors, les Français, oui. En fait, il y a eu une très grosse poussée de consommation du champagne au moment du Covid. Et juste après le Covid, il y a eu un espèce de phénomène de compensation. Une affaire comme Laurent Perrier, qui se situe dans le haut de gamme, souffre moins que les autres, parce que le haut de gamme se vend bien, et notamment très bien à l'étranger. Et l'étranger a moins souffert. En France, il est clair d'abord que le marché du champagne français est un marché pas très haut de gamme, et qui souffre quand même un petit peu actuellement. C'est un marqueur aussi de l'état d'une société, le marché du champagne ? Certainement, oui. Ça montre comment fonctionne la société, la réaction des gens, ça monte et ça descend. Avec une chose assez étonnante, c'est que la courbe de croissance du champagne est très, très constante. Et alors, ça monte au-dessus de la courbe, ça baisse un peu, mais la croissance est très régulière. Pas facile de trouver une bouteille à moins de 35 € aujourd'hui, hein ? Ben non, enfin, en tout cas, nous, c'est... Il y a des marges considérables ou pas ? Est-ce qu'on peut dire ce qu'est une marge sur une bouteille de champagne ? C'est toujours une question que je me suis posée. Non, les marges sont raisonnables, parce qu'il y a quand même des frais de commercialisation qui sont élevés. Donc, non, ça n'est pas un métier où les marges sont immenses. Elles sont raisonnables. Bon, Maurice de Kervé-Noël, c'est une passion un peu pour vous, tout l'univers. Ça a été dans votre carrière une passion, l'univers du luxe, aussi de l'art de vivre à la française, dont on parlait d'ailleurs il y a quelques minutes encore avec Jean-Robert Pitt, gastronome réputé. En fait, c'est tout à fait par hasard. Moi, j'étais beaucoup plus un homme de la grande consommation. J'ai été pendant 20 ans le directeur général du groupe Danone. Et puis un jour, j'ai un téléphone et ce téléphone me dit « Ici Jean-Louis Dumas, gérant du groupe Hermès ». Je crois que c'est une blague, et je réponds ici Jean-Paul II, pape, mais c'était vrai. Ah, c'est ce que vous avez répondu ? Oui. Et à ce moment-là, le groupe Hermès m'a demandé pendant plusieurs années d'être conseiller, donc j'étais à la fois DG du groupe Danone et conseiller du groupe Hermès. Puis, au moment où j'ai pris ma retraite, Jean-Louis Dumas, le gérant, qui était un homme remarquable, est tombé malade et la famille, les actionnaires m'ont demandé de venir diriger le groupe, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Mais c'est une affaire que j'ai énormément aimée et le luxe m'a passionné, d'autant que je n'étais pas du tout préparé à ça. C'est-à-dire que moi, je me rappelle comme enfant, on allait avec mon père regarder les vitrines d'Hermès et on rêvait. Je me suis trouvé à la tête de ce groupe prestigieux et j'ai beaucoup aimé. L'image de la France et le commerce extérieur aussi français tient beaucoup au luxe. Oui, bien sûr. Encore ? Oui, tout à fait. Et la France est tout à fait remarquable par ses artisans, sa créativité. Et c'est étonnant de voir qu'une affaire comme le groupe Hermès continue d'avoir une forte croissance à 2 chiffres, quelles que soient les difficultés économiques. Alors que ce pays continue à se désindustrialiser. Oui, mais Hermès a toujours eu comme règle de produire en France. C'est mieux, c'est indispensable ? C'est pas indispensable, c'est une volonté, je dirais, stratégique, politique du groupe, et je crois que, je veux pas en parler puisque je ne suis plus à la tête du groupe, mais c'est une volonté que je trouve tout à fait remarquable. Et à partir du moment où on veut faire l'effort de former les gens, vous trouvez en France un personnel tout à fait remarquable dans le domaine du luxe. Il faut juste les payer évidemment plus cher. Oui, mais enfin, je veux dire que dans le domaine du luxe, c'est un point moins grave. Bien sûr.
Maurice de Kerveneuel, la France a-t-elle une politique économique? Comment analysez-vous ce point? Je pense que le drame de la France, c'est qu'elle a été et elle est beaucoup dirigée par des gens comme des énarques, des politiques qui n'ont pas véritablement une fibre politique. Et deuxièmement, la plupart des hommes politiques vivent dans un horizon bordé par leur mandat, c'est-à-dire de l'ordre de 3 ans, 5 ans. Or, l'économique, c'est du long terme. On investit une usine pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. En grande consommation, vous lancez un nouveau produit, ce qu'on appelle la payout période, c'est-à-dire le moment où le produit rembourse les investissements de départ, est de l'ordre de 8 ans. Donc c'est tout à fait au-delà de la pensée, si je puis dire, économique de nos dirigeants. Et je pense qu'il est dommage qu'il n'y ait pas davantage d'hommes concernés par le monde du business. Mais est-ce qu'il y a un mal français particulier? On voit une polémique aujourd'hui qui touche le ministre de l'Éducation, qui se retrouve dans une sorte de schmilblick médiatique dont elle n'arrive pas à se dépêtrer. On a l'impression qu'on est focalisé sur des affaires extrêmement, je ne dis pas mineures, mais enfin qui n'ont pas une importance clé, mais qui disent quand même beaucoup du mal-être français. Oui, si vous voulez, moi je ne veux pas juger Mme Oudéa-Castéra parce que je pense qu'elle a un poste difficile. Enfin, il m'apparaît à l'évidence qu'elle a été très, très maladroite. Alors, à partir de là, c'est le mal français, c'est-à-dire que les gens s'en emparent, et à partir d'un incident mineur, elle n'avait pas besoin de se justifier, de mettre ses enfants dans le privé. Je veux dire que ranimer la guerre scolaire, le public est parfaitement estimable, c'est le meilleur moyen, quand ça fonctionne bien, de réaliser l'ascenseur social. Et se lancer dans des explications vaseuses pour expliquer pourquoi elle a retiré ses enfants pour les mettre à Stanislas me paraissait une erreur. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Elle aurait dû d'abord, c'est un problème personnel, c'est pour des convenances personnelles que nous avons dû mettre nos enfants dans une école privée, mais je respecte parfaitement. Vous savez, moi j'ai été élevé au début de ma carrière, au début de ma vie, dans l'école publique. J'ai été alors c'était il y a longtemps, hélas, j'ai été très heureux, mais c'était une école publique très différente, c'est-à-dire qu'on avait des maîtres, ils étaient en blouse grise, on les respectait, et ça fonctionnait. Au niveau de mes enfants, mon fils aîné a été au lycée Kléber à Strasbourg, ça fonctionnait très bien, après ça ils ont été dans le privé, donc je pense que cette querelle est idiote, il faudrait simplement arriver à donner les moyens et être énergique sur le fonctionnement de l'enseignement public. Mais là, je répète que l'enseignement public est le meilleur moyen de faire progresser l'ascenseur social, parce que tout le monde ne peut pas se payer le privé, et le pays a besoin d'avoir une école privée et une école publique. Et pour peu que le public fonctionne, évidemment. Hein. Voilà. C'est toute la question, en fait. Le vrai sujet est là. Oui, absolument. Mais ce pays n'affronte pas, on a le sentiment que ce pays n'affronte pas les vrais sujets, peut-être à la différence d'autres pays. Quand vous parlez que les horizons des politiques sont bornés, mais c'est le cas dans tous les pays, il y a des élections et chaque fois les politiques remettent en jeu leur mandat, que ce soit en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, c'est la même chose. Oui. Donc il y a qu'en France peut-être, enfin j'entends dans les pays quand même développés, hein, je ne parle pas des pays où il n'y a pas d'État, ou des pays où il n'y a pas de liberté politique, mais il n'y a qu'en France où il y a une sorte de myopie de ce type-là. Et c'est pour ça que je parle de la désindustrialisation, qui est un vrai sujet dont on ne parle pas. Hein. Oui, ou peu. Mais moi, ça m'a beaucoup frappé. Au début de ma carrière, j'ai été directeur du marketing d'un grand groupe qui s'appelait le groupe Jacques Borel International, qui a été l'ancêtre d'Accor. Et j'étais directeur du marketing, y compris du marketing financier. Et on faisait des réunions d'analyse financière en Europe et en France. Moi, j'étais très frappé. Quand j'étais dans les pays anglo-saxons, qu'on faisait une réunion à Londres, les journalistes posaient des questions techniques sur la finance. On était en France, les questions étaient d'ordre anecdotique. Pourquoi la cuisine n'est pas bonne? Enfin, Borel vous posait des problèmes. Et les problèmes sont souvent traités en France par le côté anecdotique et non pas à la base. C'est ça qu'il faut changer. Oui, absolument. Bon, on essaie de le faire à notre petite mesure sur cette antenne et j'espère que vous y contribuez. Oui, tout à fait. Maurice de Kerveneuel, votre nom sent la Bretagne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous partagez votre vie entre Paris et le Morbihan. Tout à fait. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une solidarité entre les patrons bretons? Et on sait qu'il y en a un aujourd'hui qui est entré de plein pied dans le monde médiatique déjà depuis quelques années. D'abord, le pays ne le sait pas, mais il y a beaucoup de grands patrons bretons. C'est-à-dire que des hommes comme Édouard Leclerc, le père de Michel, Le Roch, le fondateur d'Intermarché, enfin, je ne vais pas les énumérer, mais il y a énormément de patrons qui sont relativement très unis et se concertant et jouant un jeu breton intelligent avec les politiques
même si les politiques ne sont pas forcément de leur bord. C'est quoi un jeu breton ? Le jeu breton, c'est d'essayer d'être favorable à la province, de pousser aux investissements, de faire comprendre au pouvoir public la spécificité de la région. Et moi, j'étais très frappé, j'ai moins suivi récemment, mais des rapports justement des grands patrons avec Le Drian, qui était plutôt un homme de gauche, et les patrons étant d'ensemble plutôt des gens de droite. Et quand il s'agissait de l'intérêt breton, tout ce beau monde fonctionnait ensemble. Et je crois que c'est une des forces de cette province, c'est d'être capable d'avoir une concertation. Il y a une identité locale forte à telle enseigne que, paraît-il, mais là, on n'a pas du tout préparé nos questions, Maurice de Cavanel. Je vous pose la question, elle me vient à l'esprit comme ça. Il paraît-il qu'il y a des réseaux qui même envisagent, si jamais les choses se mettaient à mal aller en France, qui envisagent comment la Bretagne pourrait retrouver une forme d'indépendance. C'est vrai que ça existe, hein ? Écoutez, je ne sais pas, dans le passé, ça avait existé, le Front National, le FNB breton existait. Le Front de Libération de la Bretagne. Voilà. Personnellement, je n'ai aucune connaissance. C'était plutôt à gauche, hein ? Oui, je n'ai aucune connaissance. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été assez horrible, parce que justement, les indépendantistes avaient, si je puis dire, fricoté avec les Allemands, et à la Libération, les chefs se sont réfugiés en Irlande. Mais à ma connaissance, moi personnellement, je n'ai jamais rencontré. J'ai rencontré des gens très imprégnés de culture bretonne, assez autonomistes, mais ne cherchant pas du tout l'indépendance. Mais vous êtes plutôt de fibre. Est-ce que on peut dire que vous êtes régionaliste ? Est-ce que vos romans aussi, qui parlent de la Bretagne, qui se déroulent en Bretagne, excepté l'Algérie, est-ce que ça, c'est en fait la marque aussi de votre appartenance ? Oui, mais vous savez, moi j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai servi de pays comme officier, donc je me sens très français. Et je dois dire que j'aime ces deux appartenances. Hein. C'est pas le fait d'être français ne m'empêche pas d'aimer beaucoup ma province, ses paysages, ses traditions, son passé. Mais je ne suis pas particulièrement... Ce n'est pas l'un contre l'autre. Absolument, c'est en même temps, comme dirait notre président. Mais il y aurait un moyen de donner plus de place aussi à ce qui vient du terrain, la subsidiarité qui est peu représentée en France. C'est sûr qu'en France, c'est un des problèmes. Moi, j'ai beaucoup vécu, quand j'étais directeur général du groupe Danone, j'étais patron de Cronenbourg, donc j'ai beaucoup vécu en Alsace. Et c'est sûr que des régions comme l'Alsace ou la Bretagne, qui ont une forte identité, gagneraient à avoir plus d'autonomie et plus de décisions locales. Ça se traduirait par quel type de champ qu'elles pourraient recouvrir, ces régions ? Qu'est-ce que vous voyez de concret ? Disons que s'ils prenaient leurs décisions, ça irait beaucoup plus vite que de passer par l'administration et d'être confrontés justement à des dirigeants sortant d'écoles genre l'ENA qui connaissent mal le problème concret. Donc 2 leçons, Maurice de Cavanel, sortir de l'anecdotique et puis peut-être ramener la décision plus proche du terrain. Plus proche du terrain. Ça, vous seriez d'accord avec ça ? Dans une entreprise, moi je me suis toujours efforcé de raccourcir la distance hiérarchique entre les différents patrons et le terrain, et d'essayer jamais d'avoir plus de 3 échelons. Parce que plus vous multipliez les échelons, plus les décisions sont longues, deviennent complexes. Si vous avez un circuit court, vous allez vite et ça se passe bien. Vous êtes partisan d'un management à l'américaine où on commence par les plus bas échelons, y compris le patron, pour pouvoir ensuite exercer les hautes fonctions ? Tout à fait. Vous savez, quand je suis rentré, moi, d'Algérie, j'avais fait HEC, on m'a tout de suite proposé, et ça se faisait pas du tout à l'époque. On m'a regardé avec des yeux ronds, j'ai dit... Avant toute chose, moi, je veux faire un stage de 6 mois ou d'1 an sur le terrain, dans les ventes. Alors, tout le monde m'a dit, c'était très vulgaire d'aller faire le vendeur. Et moi, ça m'a énormément appris toute ma carrière. Je crois que c'est profondément important. Je vois une société comme Laurent Perrier, qui était, je crois, la 105e ou 115e société, est devenue la 2e ou 3e du marché en quelques années. Parce que le patron, à l'époque, Bernard de Nonancourt, s'est investi. Il a été ouvrier, il a absolument tout fait dans sa société avant d'en prendre le commandement. Et c'est aussi de réconcilier le haut et le bas, ce qui est difficile absolument. En France. Et d'avoir un meilleur dialogue. Alors, cette Scarlett... Une des choses dont je suis le plus fier, c'est chez Danone, où j'ai quand même dû prendre parfois des décisions difficiles, fermer des usines, etc. Quand j'ai pris ma retraite de Danone, j'ai donné un pot de départ. Tous les syndicats, CGT, CFD, TFO, ont participé au cadeau qu'on m'a offert et sont tous venus à mon pot de départ. Ce qui fait que je pense que si on donne de la dignité aux syndicats, si on dialogue avec eux et avec le personnel, les choses se passent beaucoup mieux. Et ça a été une des grandes leçons de mon séjour en Alsace et que je vois aussi en Bretagne, c'est que
quand on a une politique participative avec le personnel, on est beaucoup plus efficace sur le terrain. Maurice de Kerveneuel, cette Scarlett O'Hara bretonne, donc, il faut que vous nous en disiez un mot. Pas tout, bien sûr. C'est une femme exceptionnelle. Elle vivait sous la Révolution. D'abord, à la fin de la royauté, elle est allée à Versailles, elle a rencontré Marie-Antoinette. On l'a mariée avec un gars... Alors, elle était la fille d'un marquis libéral et libertin. Et on l'a mariée avec un gars de son milieu très à droite, qui, dès que la Révolution est arrivée, a immigré. Et elle a refusé d'émigrer parce qu'elle elle aimait la Bretagne et elle voulait sauver ses propriétés. Alors, ceci n'a pas empêché, on lui a séquestré ses propriétés, elle a craint pour sa vie. Et donc, elle a cherché un protecteur, et rencontrant un protecteur qui était Hoche, elle en est devenue la maîtresse. Et ça a été une liaison assez passionnée. Et donc, c'est une femme, alors, un peu trouble, parce qu'à partir de là, elle a joué un petit peu un double jeu. C'était, je dirais, je n'ose pas la qualifier, mais enfin un peu une espionne. Elle a à la fois renseigné Hoche, et pour préparer l'avenir, elle a aussi un peu renseigné le comte de Provence, qui était le futur Louis XVIII. Quand Hoche est mort, elle a réussi à séduire son bras droit, son mari étant mort, à l'épouser. Elle a donc épousé le colonel Bonté, qui est devenu le général Bonté, puis le baron Bonté, et elle a fait une carrière sous l'Empire. Et quand la Restauration est arrivée, elle est retombée sur ses pieds en allant voir Louis XVIII. Donc, c'est une femme qui a été très critiquée à Séonie, mais que moi, en acceptant, si vous voulez, cette souplesse de l'échine qu'elle a eue, j'ai trouvé que c'était une femme remarquable, passionnante, et donc je me suis beaucoup intéressé en écrivant ce livre, qui historiquement était passionnant, parce que ça m'a fait découvrir cette époque confuse, et où il faut savoir que dans toutes les familles, ou dans beaucoup de familles de l'aristocratie, les gens ont été divisés, parce que certains, même la famille royale entre Louis XVI, il faut jamais oublier que le cousin de Louis XVI, Philippe Égalité, a voté la mort du roi. Maurice de Kerveneuel, le lien avec Scarlett O'Hara, c'est l'énergie, c'est ne jamais céder. Jamais céder, la séduction, la capacité à accepter quelques compromissions pour survivre. Et ça renvoie aussi au rôle de la femme dans des époques antérieures qu'on a tendance peut-être à mettre un peu facilement dans une case. Tout à fait. Je crois qu'on oublie qu'au Moyen-Âge, il y a eu des femmes très brillantes, qu'au XVIIIe, il y avait des salons littéraires et des femmes extrêmement libres, et on a tendance à croire aujourd'hui que la libération des femmes, les femmes étaient relativement assez libérées dans beaucoup de cercles dirigeants. Parce qu'elle a pu tracer sa propre voie, complètement, indépendamment de toute inféodation masculine. Tout à fait. Il y a une époque où ça ne se faisait pas du tout. Quand elle a vu que son mari avait filé à l'étranger, en Allemagne, puis à Jersey, elle a divorcé. Donc c'était une femme très moderne. D'ailleurs, je me suis amusé à la faire graphologer par une femme qui était ma graphologue, qui avait été graphologue au procès du petit Grégory. Et je lui ai dit simplement que c'est une femme du 18e, à cause du style de l'écriture. Oui. Et elle est revenue en me disant c'est une femme exceptionnelle, moderne, pragmatique, mais très ambitieuse et intéressée. Et c'était exactement le cas de cette femme. Et donc vous habitez les lieux où elle vivait? Alors j'habite le manoir où elle vivait. Et si vous me permettez d'être un tout petit peu vulgaire, je travaillais un jour à arracher le lierre de la chapelle, et à ce moment-là, je vois un vieux paysan, mais comme diraient mes petits-enfants, un vieux de chez vieux, qui arrive, il regarde la maison, et il me dit, c'est la maison de la pute de Hoche. Et ce qui montre que, au-delà des siècles et des générations, la haine qui accablait cette femme a perduré. Hoche n'était pas un tendre. Hoche n'était pas un tendre, mais c'était un homme très brillant. Alors, on oublie toujours que toute cette histoire, la Révolution et l'Empire, ont été une histoire de jeunes. Hoche est mort à 29 ans de la tuberculose, et tout ce qu'il a fait, bouter hors de France les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais, pacifier l'Ouest, il l'a fait entre 20 et 25 ans. Et on oublie toujours que Napoléon et Marie-Antoinette jouaient à cache-cache à la Malmaison. Gabriel Attal est un vieux, finalement. Gabriel, il est tout à fait. D'ailleurs, on s'étonne de Gabriel Attal. On oublie toujours que Bonaparte avait 27 ans au pont d'Arcole, que le Christ avait 30 ans. Et quelle leçon tirer de cette réalité-là? C'est qu'on donne encore une primauté excessive à des personnes trop installées, surtout en France, où les élites ont du mal à se renouveler?
Moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire que je pense que des vieux crabes de mon genre ont une vertu d'expérience et de conseil, mais que le dynamisme, la création, l'innovation est quand même beaucoup l'apanage des jeunes. Et donc, on devrait... moi, je trouve que c'est une décision sage d'avoir nommé Attal Premier ministre. Alors après ça, on va voir, s'il va pouvoir agir et s'il ne va pas être étouffé par le côté trop envahissant de Macron. Et deuxièmement, s'il a le talent de réussir. Mais je pense que faisons-lui crédit et que c'est un type intéressant. La politique est encore intéressante, justement, Maurice de Kerveneuel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe? Justement, vous disiez tout à l'heure, c'est de l'anecdotique, beaucoup de l'anecdotique. Et finalement, peut-être que l'intérêt des personnes qui essaient de regarder loin se porte sur d'autres sujets dont on parle peu. Je pense à un sujet, par exemple, l'intelligence artificielle dont on parle très peu, et les répercussions que cela va avoir sur le monde économique, qui sont peut-être considérables. C'est un sujet dont on devrait beaucoup plus parler. Alors, on devrait beaucoup plus parler. Moi, je m'y suis mis très, très tôt, et c'est tout à fait sidérant. Moi, j'ai rencontré l'autre jour une femme qui travaillait dans une affaire d'intelligence économique. Et elle me racontait qu'elle voulait fêter l'anniversaire de sa mère, et en 30 secondes, alors elle avait nourri ChatGPT de quelques particuliers de sa mère, et je vous dis, entre 30 secondes et 1 minute, on lui a fait un sonnet en musique, reprenant toutes les qualités de sa mère. Ah oui, il est très bon pour les sonnets, ouais. Oui. moi j'écris actuellement un roman qui m'amuse sur l'Algérie aujourd'hui. Je leur demande couramment, je dis qu'est-ce qui s'est passé au moment du Irak en Algérie. Vous savez, ces mouvements de foule énormes qui ont eu lieu en 2019 et 2020. Et en 30 secondes, parce que j'avais mis ma montre pour regarder, j'ai eu 3 pages me décrivant tous les événements, la fin de Bouteflika, enfin, etc. Non, moi je pense que c'est un outil fantastique avec des dangers, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'incroyable répercussion que ça va avoir sur l'administration, sur les entreprises, etc. Simplement, il ne faut pas en avoir peur et savoir très vite l'utiliser. Un dernier point, Maurice de Kerveneuel, la guerre Israël-Hamas. Vous avez été dans un kibbutz et vous êtes retourné en Israël il n'y a pas très longtemps. Oui, alors, si vous voulez, quand j'étais à HEC, j'ai eu tout à fait étonnamment une bourse du gouvernement pour aller étudier les kibbutz. Et donc, j'ai vécu dans un kibbutz frontalier. Alors, le Golan n'avait pas encore été pris. On était à 2 kilomètres, on voyait les batteries syriennes. Et le kibbutz était peuplé de 2 types de clientèle. Il y avait beaucoup de vieux sages qui étaient des intellectuels sortis des camps de concentration, qui étaient des gens remarquables. Et puis, il y avait les sabras, les jeunes. Et dès cette époque-là, j'avais été frappé, je n'ose pas employer ce mot-là, mais d'une forme de racisme anti-arabe très fort au sein du kibbutz. J'avais assisté à des scènes. J'ai fait du stop, j'ai traversé à l'époque, c'était vide, tout le Negev. Et un jour, je remonte dans un bus et il y avait des paras qui avaient chopé un vieux bédouin et qui, le menaçant de leur mitraillette, le faisaient danser. Et donc, je pense que Israël a amassé une haine, malheureusement, alors que c'est un pays, la start-up nation formidable, et que malheureusement, c'est assez triste, ils récoltent un petit peu ce qu'ils ont semé. Merci Maurice de Kerveneuel. Et peut-être que c'est une histoire qu'il faudra raconter un jour dans un ouvrage, dans des mémoires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et à bientôt.